Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin M. Soufiane Djellali, homme politique et président de l'association Dil Jadid. M. Soufiane Djellali, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. M. Soufiane Djellali, on va vous faire réagir à toutes les informations et au développement sur la scène politique, sur ce qui se passe en Algérie, et notamment sur l'appel du chef d'état-major, sur l'application de l'article 102, l'article 8 et l'article 7. N'est-ce pas là une main tendue au peuple, M. Soufiane Djellali? D'abord, merci bien pour cette invitation. C'est un honneur pour moi de venir dans cet espace qui appartient au public algérien, puisque c'est un organe qui représente un service public qui, pendant trop longtemps, pour des raisons bien entendu indépendantes des journalistes et des responsables de ce quotidien, mais tout comme pour la télévision, tout comme pour la radio, tout le monde sait une situation politique particulière qui a fait que ce n'était pas tellement un secteur ou un service public, mais beaucoup plus un service gouvernemental. Je suis heureux si je pouvais contribuer à aider à ce que cet espace devienne réellement un espace pour tous les Algériens. On rentre directement dans le vif du sujet, puisque sans introduction, on va rebondir sur une information qui est tombée hier en fin de journée. Cette polémique qui apparemment prend de l'ampleur par rapport à des positions qui traduisent au moins une différence de point de vue, mais peut-être un désarroi au niveau des responsables de l'État algérien. En effet, il apparaît un peu étonnant que le chef d'état-major, en tant que premier responsable de l'institution militaire, qui aujourd'hui et de manière répétitive intervient sur la scène politique pour réaffirmer des positions et les faire évoluer d'ailleurs, puisqu'il y a quelques semaines, on était dans un soutien franc au 5e mandat, puis on est passé par une forme de menace par rapport au mouvement citoyen, puis une forme d'acquiescement sur ce qui se passait, avec petit à petit un alignement sur les exigences de la rue, et puis après, comme un dépassement de situation, et d'un seul coup, une orientation très particulière pour une issue ou une sortie de crise, mais qui au final s'apparente vraiment à une récupération du mouvement citoyen et à la volonté de perpétuer le régime, parce qu'apparemment, certains ne veulent pas s'en aller, ne veulent pas quitter leur position, alors que le peuple a dit son mot clairement et sans ambages. Alors, la proposition de M. Gaïd Salah, on va dire M. Gaïd Salah et non pas le général-major Gaïd Salah, chef d'état-major, puisqu'il a mis les deux pieds dans la politique et on va lui répondre en termes politiques. L'application de l'article 102 signifie d'un côté la reconnaissance qu'il n'y a plus de président de la République en action, il n'est plus politiquement opérationnel. Et la question qui vient immédiatement après, pourquoi fallait-il attendre jusqu'à mars 2019 pour le reconnaître, alors que les Algériens le savent depuis au moins avril 2013? Pourquoi ce silence sur des années pour couvrir une situation absolument anormale et d'un seul coup, comme si que M. Gaïd Salah vient de découvrir la vérité et la réalité des choses. Deuxièmement, au-delà de cette reconnaissance qui, bien que tardive, nous agrée tout de même, c'est-à-dire qu'enfin, on reconnaît qu'il y a vacance au pouvoir. Mais la deuxième conséquence, elle, est moins enthousiasmante, pour le moins. Appliquer l'article 102, c'est maintenir en place
les structures actuelles du régime, maintenir en place les figures du régime, maintenir en place les symboles du régime et recréer de nouveau la continuité et le renouvellement de ce même régime que les Algériens ont définitivement condamné. Donc cette opération-là, elle ne nous agrée absolument pas, d'autant plus que à l'article 102, la rue a répété à satiété l'article 7. L'article 7 veut signifier, et de façon claire et expressive, que le peuple est la source de la souveraineté, il est à la base de la souveraineté et c'est lui qui détermine l'avenir. Alors, à cet article 7, on va lui adjoindre un petit article 8, juste pour dire qu'au final, cette souveraineté s'exprime à travers les institutions élues. Vous pensez que l'Algérie a des institutions élues? Quelqu'un peut-il croire que cette APN ou ce Sénat représente vraiment le peuple algérien? Donc, j'espère que ces tergiversations, ces dribbles politiques doivent s'arrêter. Les Algériens l'ont démontré à 6 reprises au moins, en masse, en millions, pour dire en un référendum à ciel ouvert, nous ne voulons plus de ce régime tel qu'il est et nous voulons passer à autre chose. Et les Algériens l'ont dit, l'ont défini. Nous voulons une Algérie libre et démocratique. C'est ça le programme qui a réuni l'ensemble des Algériens et qui fait l'unanimité. Maintenant, au pouvoir actuel, à la classe politique, à tous ceux qui agissent sur la scène publique, comme société civile, personnalités, syndicats, à cet ensemble-là de s'entendre pour mettre en place les règles à travers lesquelles le peuple peut exprimer son choix. J'entends ici et là des gens proposer que ce mouvement puisse avoir des figures qui le représentent et qui puissent négocier en son nom. Ça, c'est une supercherie. 22 millions d'Algériens, s'ils doivent s'exprimer politiquement, ils vont s'exprimer à travers un éventail. Ça va de la droite à la gauche, de l'islamiste au laïque, du libéral au socialiste, du nationaliste au capitaliste, que sais-je encore. Ça, c'est le jeu de la démocratie. Alors, nous fabriquer un visage, ou 2 visages, ou 3, et nous dire, voilà ceux qui incarnent le mouvement, ça, c'est une supercherie. Dans le monde entier, lorsqu'on arrive à maturité, qu'une démocratie commence à s'exprimer, elle s'exprime dans la pluralité. Nous voulons une démocratie, ça signifie une situation plurielle, plusieurs partis, plusieurs programmes, plusieurs projets de société qui doivent cohabiter à l'intérieur de règles admises par tout le monde. Donc, nous avons besoin de ces règles-là. Nous n'avons pas besoin d'un homme providentiel et qui apparaîtrait subitement parce que je ne sais pas qui l'aurait désigné. Donc, ce ne sont pas les chaînes de télévision qui nous fabriquent des visages et nous les imposent. Ça, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas les communiqués, même si c'est du ministère de la Défense, qui doit nous fabriquer les visages politiques pour nous dire X ou Y incarne le peuple. Le peuple a besoin de s'exprimer par le bulletin dans une urne respectée et on verra à ce moment-là l'éventail apparaître dans des résultats officiels et c'est ça l'expression populaire. Toute autre façon de faire n'est que du populisme qui ne peut mener à rien. Donc, en réponse, c'est pour être bref, par rapport à ce qui s'est passé hier. Il me semble qu'il y a une forme de fièvre qui a pris certains centres de pouvoir. M. Gaïd Salah a exigé l'application du 102 plusieurs jours après
le Conseil constitutionnel ne se réunit pas, ne se prononce pas. Donc à l'évidence, M. Gaïd Salah n'a pas les moyens de s'imposer vis-à-vis des autres institutions, mais en même temps, aucune institution n'est en mesure de s'imposer elle-même. Et donc là, petit à petit, on a l'impression qu'il y a comme une fièvre qui prend l'ensemble de ces centres de décision, qu'on voit de façon maintenant contradictoire. Et là, il faut savoir pourquoi. Pourquoi M. Gaïd Salah, de son côté, parle-t-il? Pourquoi, de l'autre côté, il y a d'autres centres de décision? Parce que, tout simplement, le régime a, depuis des années, fabriqué un régime à plusieurs centres décisionnels qui sont les uns contre les autres, de manière à maintenir un équilibre. Ça serait l'équilibre de la terreur, non pas un régime cohérent, homogène et représentatif du peuple, mais un pouvoir dont les centres de décision sont éclatés et contradictoires pour permettre au chef d'orchestre d'agir selon sa guise. Mais voilà, lorsqu'on joue avec le feu, on se brûle avec. Le régime se trouve maintenant à bout d'arguments. Il n'a plus les moyens de gérer cette situation. Et donc petit à petit, on voit cette façon de réagir qui est loin d'être professionnelle, qui est loin de nous transmettre la sérénité, la force tranquille qu'aurait dû être une institution militaire et vers laquelle tous les regards se dirigent, car malheureusement, il n'y a plus d'autres institutions qui aient la capacité de garantir un minimum de sécurité et de stabilité pour le pays. Bien, M. Sofiane Djellali, si j'ai bien compris, vous rejetez l'application de l'article 102, l'application de l'article 7, pourtant demandé dans la rue. Pas l'article 7, l'article 7. Plus l'article 7. L'article 7, je suis absolument d'accord. L'article 8, du tout pas d'accord. Et l'article 102, pas d'accord. Bien. Donc vous préconisez des solutions politiques, puisque vous refusez des solutions constitutionnelles. Quelles sont ces solutions politiques, M. Sofiane Djellali? Puisqu'on aborde la question constitutionnelle. Une constitution doit être l'expression de la souveraineté d'un peuple. Or, la constitution actuelle n'est non seulement pas l'expression de la volonté des Algériens, mais plus encore, elle a été tellement banalisée par des changements en dehors de tout cadre constitutionnel qu'elle-même, elle ne représente plus aucune autorité morale dans le pays. À partir du moment où les Algériens ont refusé le régime actuel, et donc ils ont fait tomber le cadre juridique qui organisait la vie politique. Là, j'insiste, la constitution algérienne est caduque dans toutes ses dispositions concernant l'organisation politique. Donc, pour ne pas entrer dans une phase de vide juridique total ou d'une forme de nihilisme ou d'atteinte à l'État lui-même. Donc, tout ce qui touche à des questions de fond d'organisation de l'État, il ne faut pas éliminer ou renier. Par contre, ce qui touche à l'organisation politique, ça doit être complètement remis en cause. À partir du moment où le président de la République, par une simple décision, a annulé la Constitution, pourquoi voulez-vous revenir à l'article 102? Cette Constitution n'existe plus. Politiquement, elle a été annihilée par une décision du pouvoir. À partir de ce moment-là, il faut qu'on invente une démarche pour revenir vers une légitimité, non seulement légale, mais aussi et surtout une légitimité populaire. De notre point de vue, il n'y a plus aucune possibilité de continuer à fonctionner à l'intérieur de cette Constitution, car l'article 102 signifie la prise du pouvoir par le président du Conseil de la Nation actuel et le maintien du gouvernement et le maintien des lois actuelles telles quelles et aller vers des élections au bout de 90 jours. Est-ce que quelqu'un peut dire que le président du Conseil de la Nation est légitime pour diriger le pays durant cette situation? Est-ce que le gouvernement, qui n'existe plus d'ailleurs, puisqu'il n'y a qu'un Premier ministre, un vice-ministre et ministre des Affaires étrangères, en dehors de cela, il n'y a plus aucun ministre
qui soit légalement en poste, ni un ministre de l'Intérieur, ni un ministre de l'Économie, ni autre. Plus des lois qui ont été fabriquées, on sait dans quelle orientation. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on peut aller vers des élections qui satisfassent les exigences des Algériens? Non. En 3 mois, il n'y a pas la possibilité que ces citoyens qui sont sortis en masse puissent s'organiser selon leurs vœux, qu'ils puissent créer des partis politiques s'ils ont envie, qu'ils proposent leur programme, qu'ils proposent leur projet de société, qu'ils défendent ça devant le peuple. On ne peut pas aller comme ça de but en blanc vers des élections sans avoir préparé ces conditions. Donc il est absolument nécessaire pour nous maintenant de préparer ces élections de la manière la plus sereine possible. Et pour cela, on ne peut pas le faire en 3 mois, il faut le faire en 6 mois, en 9 mois. Ça sera une période où il faudra discuter de la mise en place d'une nouvelle loi électorale, d'une nouvelle loi sur les partis politiques, d'une nouvelle loi sur les médias, et surtout mettre en place une commission indépendante du système administratif et du ministère de l'Intérieur, et qui puisse avoir l'autorité sur le fichier électoral qu'elle doit réviser, sur la conduite du processus électoral, sur la désignation des responsables des bureaux et centres de vote, sur le dépouillement, sur le contrôle lui-même du scrutin et sur la proclamation des résultats. Ça, on ne peut pas le faire en 1 semaine ou 2, c'est absolument impossible. Il faut donc en discuter avec ceux qui vont être impliqués dans ces processus-là. Autrement dit, il n'y a aucune autre possibilité que celle d'aller vers une période de transition. Maintenant, c'est quoi cette période de transition? Cette période de transition peut se faire, et je pense que les Algériens en sont conscients, par d'abord une discussion franche entre ceux qui possèdent aujourd'hui les leviers du pouvoir et, en général, la classe politique. Pour s'entendre, premièrement, sur une feuille de route. Qu'est-ce que pourrait faire cette période de transition? Est-ce qu'on doit revoir tous les programmes de l'Algérie, construire 1 million de logements, créer des emplois? Non, pas du tout. Il faut aller au cœur du problème. Comment relégitimer dans les plus brefs délais un pouvoir qui est l'assentiment et le soutien du peuple? Pour y aller, donc il faut revoir. La loi électorale, elle doit être toilettée très rapidement et permettre aux Algériens de se présenter pour ceux qui le désirent, qui ont la capacité et qui arrivent à convaincre leurs concitoyens. Deuxièmement, la loi sur les médias. Est-ce que vous pensez que c'est normal ce que nous voyons à travers les chaînes dites privées, qui sont privées mais étrangères, qui n'ont aucun registre de commerce algérien, qui ne payent pas leurs impôts en Algérie et qui véhiculent constamment des rumeurs, des fausses nouvelles, qui intoxiquent les gens, qui deviennent des porte-parole de tel ou tel centre de décision, qui deviennent d'un seul coup les confidents de la présidence, de l'armée. C'est absolument ubuesque. J'aurais préféré voir ces informations, même si c'est de façon très rigide, mais à Al-Moudjahid ou à l'ENTV. Ce n'est pas à ces chaînes-là de véhiculer ces informations qui proviennent des gorges profondes de l'intérieur de l'État. Il y a une forme d'abandon de la souveraineté du pays. Et puis ces chaînes-là, pourquoi elles agissent de façon clandestine ou semi-clandestine et en même temps en complicité avec des centres du pouvoir? Donc il faut mettre de l'ordre dans ces médias-là, il faut équilibrer les interventions des uns et des autres. D'un seul coup, on voit ces chaînes-là nous proposer de manière insidieuse que monsieur ou madame doivent représenter ce mouvement. Ça, c'est de la manipulation. C'est inacceptable. Donc, remettre en place une véritable loi sur les médias et ensuite finaliser avec cette loi sur une commission indépendante pour donner toutes ces garanties à des élections et à ce moment-là, laisser la liberté d'expression pour que les personnalités
qui ont cette ambition-là, qui ont l'envie, et puis peut-être un peu ce courage de se sacrifier, parce que ceux qui vont devoir gérer le pays, ça ne va pas être du tout une mince affaire, pour se présenter à des élections. Laissons les Algériens choisir. Ils nous ont démontré comment ils étaient à la hauteur. Les Algériens sont sortis par millions dans les rues. Il n'y a pas eu un seul incident notable. C'est quand même fabuleux. Ils sont sortis dans la capitale, dans toutes les villes d'Algérie, mais ils sont sortis aussi dans toutes les grandes villes du monde. Et de façon incroyable, avec la même attitude, le même esprit de responsabilité, la même image magnifique d'un peuple dans sa diversité, mais en même temps dans son unité. Il y avait le drapeau algérien partout. C'était fabuleux de le voir partout. Mais en même temps, il y avait une expression populaire, il y avait l'expression identitaire, il y avait l'expression culturelle, et tout cela était admis, accepté naturellement. Il y avait ces familles, ces femmes, ces enfants, ces familles entières. On ne peut pas faire confiance à ce peuple pour qu'il choisisse un président, des gouvernants. Et il a tout le droit de le faire. Il faut arrêter d'être paternaliste. Il faut arrêter de vouloir choisir à sa place. Et il faut que ce système comprenne que c'est fini le paternalisme, que c'est fini de revenir à la légitimité du passé et que maintenant il doit y avoir une nouvelle légitimité, celle que donnera le peuple en fonction de son désir à lui, en fonction de son ambition, en fonction de son espoir. Vous dites, M. Sofiane Dileli, que pour aller vers la transition, il faut un dialogue avec les teneurs du pouvoir que vous ne reconnaissez pas, avec une opposition qui est dispersée, qui n'existe pas pour les gens qui sortent dans la rue, ne la reconnaissent pas. Vous y croyez à ce dialogue, M. Sofiane Dileli? Alors, d'abord, il faut qu'on fasse une différence entre ce qu'est un régime politique et un État. Pour le moment, l'État algérien est là. Il est bien là. Et un État, c'est un ensemble d'institutions, qu'elles soient politiques et élues, ou des institutions qui sont construites et qui sont là pour prendre en charge le pays dans son fonctionnement en général, sur la dimension sécuritaire, sur la dimension économique, sur la dimension de stabilisation. Donc, on n'est pas nihiliste. On ne va pas dire qu'il n'y a plus de constitution totale, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de pouvoir. Et donc, à ce moment-là, on va sortir dans la rue et on va dire nous prenons le pouvoir. On n'est pas dans cette situation. Deuxièmement, il y a des moments de crise dans l'histoire de pays où il n'y a plus de légitimité populaire parce que ceux qui gouvernent n'ont pas été élus, mais par des circonstances historiques, par leur personnalité, leur parcours historique, ils sont là, il faut parler avec eux. On ne va pas dire qu'il n'y a plus d'institutions. Donc, il y a ceux qui ont le pouvoir entre les mains aujourd'hui. Qui, M. Sofiane Dileli? Qui? Vous avez aujourd'hui des fonctionnaires à la présidence qui prennent des décisions, d'ailleurs qu'ils prennent ces décisions depuis longtemps maintenant alors que le président est absent. Vous avez l'institution militaire qui, elle aussi, a un rôle important et on le sait, pour plusieurs raisons, on peut y revenir. Donc, il y a des vis-à-vis. On ne peut pas dire il n'y a plus rien. Non. Maintenant, cette situation de crise, il faut qu'elle soit discutée. Le 10 mars, Djil Jadid avait proposé une démarche. On avait dit clairement, le 10 mars, avant la déclaration de M. Bouteflika qui proposait à ce moment-là un 4+. On disait, il faut que, d'abord, au nom du président de la République, celui qui a l'habitude de parler en son nom, annonce que le 28 avril, le président de la République actuelle quitte ses fonctions. Ça, c'est le préalable qu'attendait le peuple pour qu'il soit rassuré. Que d'ici le 28 avril, nous étions le 10 mars, qu'il désigne en tant que pouvoir un certain nombre de personnalités entre eux qui représentent ce pouvoir-là et qui ouvrent un dialogue direct avec les partis politiques, avec les personnalités, avec
tous ceux qui ont un rôle sans exclusif. Il y a, je ne sais pas, 50 ou 60 personnalités, organismes et autres. De quoi s'agirait-il, ce dialogue? C'est de se dire, après le 28, on va se retrouver dans une phase de vide, on ne peut pas laisser l'État sans qu'il n'y ait de responsabilité. Quelles sont les personnalités dont le profil correspondrait à ce moment-là? C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas d'ambition politique pour rester, parce que ceux qui auront à gérer la transition ne devront pas être candidates aux élections. Sinon, on va retomber dans la même problématique, c'est-à-dire on désigne quelqu'un, il prend les pouvoirs et ensuite il ne veut plus quitter le pouvoir. Deuxièmement, il faut délimiter les prérogatives. Il ne peut pas s'agir d'une présidence de la République avec toutes les prérogatives que pourrait avoir un homme élu. Troisièmement, il faut définir une feuille de route. Je l'ai exposé tout à l'heure, globalement orientée complètement vers le retour de la légitimité populaire au bout de 6 mois, 12 mois, un délai raisonnable. Et donc, à l'issue de cette phase de transition, il y aura une élection ouverte. Une fois qu'on se serait entendu sur ce profil, une personne ou peut-être un triumvirat, peut-être 5 personnes, je ne sais pas, je ne suis pas là pour donner tous mes choix. Alors, si on me pose la question, je le dirai. Ça peut équilibrer, c'est-à-dire des personnalités complémentaires qui rassurent les uns et les autres. Comment choisir ces personnalités, M. Soufiane Diéry? Je l'ai dit. Est-ce que la rue ne reconnaît pas déjà l'opposition? Non, elle ne veut pas que l'opposition parle en son nom. Oui. Avec qui alors? Le dialogue va se faire avec qui? Les jeunes qui sortent dans la rue ne veulent pas de représentants pour l'instant. Oui. Comment c'est ça. D'abord, lorsqu'on dit que la rue ne veut pas des opposants, c'est un excès de langage. Je peux vous dire, si je parle au nom de Jil Jadid, nous étions présents le 22 et le 24 février, nous étions présents le 1er mars, le 8 mars, le 15 mars, le 22, le 29, tous les jours et entre ces dates aussi, je n'ai pas entendu un seul mot contre nous. Et ça, vous pouvez le voir. Et c'est le cas d'autres figures politiques. Contre l'opposition, pas un seul mot. Je fais partie de cette opposition. Maintenant qu'il y ait une opposition, une fausse opposition que les Algériens rejettent, c'est normal. Vous vous êtes retiré de l'opposition, M. Soufiane Djellali. Vous avez assisté à une réunion et vous êtes retiré. L'opposition en tant que terme n'appartient à personne. Ce n'est pas une structure. La réunion qui a regroupé des partis d'opposition, c'est leur choix, leur rôle, leur droit. Je n'ai pas participé en tant que représentant de Jil Jadid à aucune de ces réunions-là. Ça ne signifie pas que je n'ai pas des relations avec l'opposition, mais globalement. Qu'est-ce que ça signifie? Que vous n'adhérez pas à leurs propositions? Non, écoutez, si on doit expliquer exactement ce qui s'est passé avec l'opposition ces derniers temps. Nous étions dans un processus électoral. Jil Jadid avait dit il n'est pas question pour nous de participer à une élection à laquelle participera le président de la République actuellement pour un 5e mandat. Le reste de l'opposition voulait à un moment donné se donner un candidat unique. C'est leur droit. Ils se sont réunis. On n'était pas impliqués. Puis au fil du temps, cette partie de l'opposition a adapté ses positions par rapport à l'évolution politique générale du pays. Ils sont passés à la demande de l'article 102 qui, de notre point de vue, était déjà dépassé. Moi, je rappelle que l'article 102, nous avions fait une campagne médiatique avec les moyens dont on disposait, et y compris une sortie sur le terrain l'été 2017. On avait réclamé l'application de l'article 102. On n'a pas été écouté à ce moment-là. Mais maintenant, les choses ont tellement évolué, et je l'ai expliqué tout à l'heure, pourquoi l'article 102 était impossible. Donc cette partie de l'opposition est rentrée dans une dynamique qui n'est pas la nôtre. Donc je n'ai pas à m'associer à leur position. Mais c'est au peuple ensuite de décider quelle est la meilleure voie. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de discréditer l'opposition dans son ensemble.
L'opposition organisée en parti politique est une nécessité. Il ne peut pas y avoir de démocratie qu'avec des individus. Et d'ailleurs, ce n'est pas normal que des gens se considèrent comme personnalités au-dessus des partis politiques. Parce que ça, c'est un jeu qui n'est pas sain. Une personnalité qui a son nom, qui se permet de dire oui ou non comme elle veut, de changer de position comme elle veut, de se positionner une fois à droite, une fois à gauche, et de se présenter comme au-dessus de tous. Non, c'est incohérent. Il faut avoir le courage de structurer l'opinion publique sur des idées de base, sur des programmes qu'on défend. C'est trop facile de dire « moi je ne suis pas partisan, mais je vais aller là où va le vent ». À ce moment-là, c'est facile pour tout le monde. On va dissoudre tous les partis et chacun va s'accrocher à la locomotive qui existera le moment venu. Donc, en ce qui concerne ce dialogue possible, il y a quand même dans le pays des personnalités qui sont neutres, qui peuvent représenter un minimum de crédit et qui pourraient être chargés d'une période de transition durant laquelle ils peuvent désigner un gouvernement neutre pour liquider les affaires courantes et préparer les conditions d'un retour à la légitimité populaire par une élection. Une fois qu'on aura un président de la République légitime, à ce moment-là, il entame les grandes réformes de l'État algérien, à commencer par un processus constituant, ouvrir un dialogue avec les différentes parties, retrouver un véritable consensus national autour des grandes questions et libérer les énergies politiques. Merci, M. Sofiane Djilali. Je donne l'occasion à mes confrères journalistes de poser leurs questions. Si questions il y a. Si vous permettez, juste, je reviens sur une notion qui est pour moi essentielle. Lorsqu'on dit que la rue, qui n'est pas vraiment un concept très propice, mais on va dire les citoyens. C'est encore mieux parce que même le peuple, c'est non identifié. Mais les citoyens, ce sont des Algériens qui, en toute conscience, sont sortis dans un espace public pour exprimer leur position. Donc, c'est un acte positif de responsabilité. Lorsqu'on dit que ces citoyens ne veulent pas être représentés, je dis qu'ils ont absolument raison. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les Algériens sont sortis et ils ont exprimé leur volonté. Elle se résume en deux mots. On arrête avec le régime d'aujourd'hui et on rentre dans une nouvelle république, on veut un nouveau régime. Je crois qu'ils ont tout dit. En plus, ils ont défini quel nouveau régime. Nous voulons une société où nous sommes libres et une société qui est organisée démocratiquement. Ça s'est répété. C'est important d'écouter ce que dit la rue parce que ça révèle un sentiment très profond quand il y a des slogans qui se répètent. Donc, il y avait les slogans qui disaient « La l'ihad al-khamisa, la l'nidam », etc. On est dans le refus de ce qu'on ne veut plus, mais elle est aussi dans la projection de l'avenir. Maintenant, quand on vient leur dire « D'accord, dans cette masse anonyme, moi je vais prendre monsieur parce qu'il a des yeux noirs ou la marron ou la bleue, et mademoiselle parce qu'elle a de beaux cheveux, et ça vous représente. » C'est pas possible. On ne peut pas faire représenter 22 millions au hasard. Parce que cette unanimité des Algériens sur des mots d'ordre très précis ne signifie pas que tous les Algériens soient alignés sur toutes les questions. Et les Algériens ont besoin de défendre, au-delà de cette unité-là, ils ont besoin de défendre leur point de vue politique. Et vous avez dans la rue des citoyens qui pensent chacun dans un sens. Et en tout bon droit, ils ont absolument le droit. Ceux qui pensent que, par exemple, dans l'économie, on doit protéger nos frontières, on doit encourager la production interne, on doit maintenir des quotas et la loi 51-49, par exemple. Mais vous avez d'autres qui pensent que, au contraire, si on veut
encourager l'économie algérienne, il faut ouvrir à l'investissement, il faut laisser les étrangers venir s'installer, il faut donc libéraliser. D'autres encore vont vous dire notre société a besoin de morale, donc il faut interdire ceci, il faut empêcher cela. D'autres qui vont dire non, nous sommes dans un monde moderne, le citoyen décide ce qu'il veut, etc. Donc ces débats, il ne faut pas les occulter. On ne doit pas d'un clin d'œil décider que quelques personnes représentent le tout. Dans tous les pays du monde, les plus démocratiques, ils organisent la représentation du peuple par le biais d'élections. Et c'est l'élection qui traduit la volonté populaire. Notre problème à nous, c'est que nous n'avions pas construit cet outil d'expression populaire. On n'a pas encore mis en place un système électoral qui garantisse l'expression populaire. C'est ce que doit faire la transition. La transition doit permettre la mise en place d'outils pour que le peuple choisisse. Maintenant, s'il y a un jeune ou une jeune qui est brillante, qui a un programme politique, qui communique bien, qui arrive à convaincre et qui soit demain élue présidente, on va applaudir, c'est magnifique, c'est ça l'expression, c'est ça le peuple aura voulu. Et en général, ça se passe en 2 tours, parce que le premier tour, vous avez 15%, 20% que vous réunissez, si vous arrivez à convaincre. Et puis un deuxième tour, vous allez avoir 51, 52%. On va sortir quand même des 99,99%. C'est pas possible. On était dans un archaïsme absolu. Donc, comme ça, par décision de je ne sais qui, on nous donne des noms pour représenter le mouvement. Ça, c'est un subterfuge et une supercherie inacceptable. Donc, que les citoyens refusent une représentation pour négocier en leur nom, ils ont raison parce qu'il n'y a rien à négocier. Le peuple a dit « je veux des élections libres ». Donnons-lui des élections libres. Et s'il y a une tentative de détourner, il faut que le peuple continue à manifester jusqu'à ce que l'ensemble des tenants du pouvoir qui gèrent cette transition acquiescent et répondent positivement à la volonté populaire. Donc vous estimez que, imaginons qu'il y ait des personnes qui vont gérer, des personnalités qui vont gérer la période de transition, comment ces personnalités vont être choisies par la rue si ce mouvement n'est pas structuré? On risque d'aller vers un cooptage, on ramène des gens, on les met pour la période de transition. Oui. Et est-ce qu'on va demander aux gens de sortir encore pour dire si ces personnes, on les accepte ou pas? Absolument pas. Écoutez, on est dans une situation de crise. Cette crise est du fait de ce pouvoir. Le peuple a dit, ce pouvoir ne peut pas gérer la transition. Ça, c'est clair. Maintenant, les gens sont rationnels, ils sont raisonnables. Lorsque vous avez des profils, il y a 4, 5, 6, 8 noms qui peuvent être là et les gens vont les accepter en tant que tels parce qu'ils savent qu'il ne va pas y avoir de supercherie. Bien sûr qu'ils sont le résultat d'une négociation qui se fait, parce qu'il n'y a pas d'élection. Et le peuple, encore une fois, ne peut pas élire sans moyen d'élection. Pour que le peuple s'exprime, il lui faut cet outil. Pour qu'il ait cet outil, il faut que tout le monde s'assoie autour d'une table et qu'on mette en place cet outil. Donc il ne s'agit pas de négocier une répartition de pouvoir, il s'agit de discuter des instruments pour mettre en place une expression populaire authentique. Et ça, les Algériens vont l'accepter. Il faut qu'on fasse ces concessions. Nous sommes en crise. Qu'est-ce que vous voulez ? On crée ex nihilo des représentants de mouvements, c'est là où ça va foirer. Donc, le mouvement citoyen est représenté par personne. Il a une demande, des exigences évidentes que ceux qui veulent s'impliquer politiquement parce qu'ils ont une expérience, parce qu'ils ont un passé, parce qu'ils sont impliqués, ils sont engagés, qu'ils discutent et qu'ils proposent cela au peuple. Une fois que le peuple est rassuré, puisqu'on va lui dire dans 6 mois, 1 an, tu vas aller choisir librement tes représentants et qu'on va mettre en place des institutions
réel, élu, tu participes, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez que... Le peuple, qu'est-ce qu'il demande? Il ne demande pas à imposer flan ou la feltan. Il veut qu'entre-temps, on ait des instruments pour qu'il s'exprime. On organise. Maintenant, structurer le mouvement ne peut pas être structuré. Le mouvement, à l'intérieur du mouvement, vous avez, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez ceux qui représentent un mouvement laïque, ceux qui représentent un mouvement démocrate, ceux qui représentent un mouvement nationaliste, ceux qui représentent un mouvement islamiste, et pas forcément en contradiction, ils peuvent être les uns et les autres, et c'est leur droit. Donc comment voulez-vous qu'on structure ça? Est-ce qu'on structure tout un pays en un parti unique de nouveau? Nous voulons la démocratie, donc nous voulons la pluralité, nous voulons des programmes différents, nous voulons des projets de société en débat. Et après, laissons s'exprimer la majorité d'une manière ou d'une autre. Il n'y aura pas de majorité absolue dans le pays. Le pays n'est pas structuré politiquement. Donc, il va y avoir 10-15% par là, 10-15% de l'autre côté, 20% par là, et on apprend à construire notre démocratie. On apprend à construire le dialogue. On apprend à agir en alliance, etc. L'essentiel, c'est que le peuple gagne sa liberté, qu'il ait le droit de s'organiser politiquement, que ceux qui ont envie de fonder un parti politique vont avoir l'agrément, ceux qui ont envie d'aller parler avec le peuple, de louer une salle, qu'ils rencontrent le peuple, que celui qui veut publier un programme le publie, et tout cela dans un climat de tolérance, d'acceptation de l'autre, de débat, de discussion. Et ça, les Algériens en sont capables maintenant. Et il faut leur donner cette responsabilité qu'ils veulent assumer. Et ils l'ont démontré. Ils l'ont démontré en termes physiques. Donc pourquoi avoir peur de ça? Ce qui fait, il faut rassurer les Algériens. Cette révolution du sourire, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appellera et restera dans la mémoire collective. Cette révolution du sourire est en train de produire un miracle. Je sais que beaucoup de nos concitoyens sont un peu angoissés, ils sont inquiets, ils ne comprennent pas toujours qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, qu'est-ce que font les uns et les autres. Mais faisons un petit bilan de ce qui se passe depuis le 22 à aujourd'hui. Avant le 22, on pensait qu'on allait nous imposer encore un 5e mandat, avec les mêmes têtes, les mêmes figures, le même régime. Puis le 5e mandat est tombé. On nous a proposé un 4e mandat prolongé. Le 4e mandat prolongé est tombé. Puis, le gouvernement est tombé. Puis, les piliers du régime sont en train de s'effondrer. Voilà que le FLN est en plein désarroi et il est en train de se diluer. D'ailleurs, entre guillemets, le FLN, le vrai, le mot FLN revient en 1962, avant le 5 juillet, et il nous appartient à nous tous. Comme le Moudjahid d'ailleurs. Ça, c'est une symbolique qui appartient au peuple algérien et qui doit rester dans la mémoire collective tant que cet État algérien existe et il est souverain. Et espérons-le pour l'éternité. Donc, par contre, le FLN des voleurs, des détourneurs, le FLN des doubles nationalités et des résidents à l'étranger, le FLN de ceux qui ont détourné les 3 000 milliards, de cet FLN-là, on n'en veut pas. Donc, de cet FLN, il ne doit plus exister. Et il est en train de se dissoudre. Comme les autres piliers de ce système, le RND et les autres, ils sont en train de s'effondrer l'un après l'autre. Les citoyens sont en train d'imposer une dynamique, ils sont en train d'imposer une logique. Et je peux vous dire que ni Saïd, ni Salah, ni quelqu'un d'autre ne pourra arrêter le cours de l'histoire. Cette histoire est en train de se faire sur une dynamique d'un peuple et non pas de la volonté de 1 ou 2 ou 10 personnes. Et nous sommes en train d'avancer. Et cette Algérie-là va sortir de cette crise la tête haute, avec fierté, et je l'espère sans aucun dégât. Donc, ne vous inquiétez pas. L'Algérie est en train d'avancer. Ce régime-là est fini. Il vit ses derniers soubresauts. Bien entendu, il va résister. Il va essayer de trouver des astuces. Il veut contourner. Il veut retarder l'échéance. Mais il est définitivement condamné.
Il en a encore pour quelques jours, quelques semaines, admettons quelques mois, mais il est fini. Il est fini. Donc il s'agit maintenant de mettre les conclusions sur notre passé et surtout d'ouvrir la page de l'avenir. Parce que dans peu de temps, devra s'ouvrir de nouvelles pages qu'il va falloir remplir. Et il ne faudra pas que d'un seul coup surgissent des gens pour nous dire « Ah, mais moi j'ai fait dans le passé, donc je veux être dans le futur ». Les nouvelles règles qui devront s'imposer, ce sera des règles pour tous les citoyens algériens sans distinction. Ceux qui ont fait dans le passé, ils ont fait leur devoir pour ceux qui ont fait ce qu'ils ont pu. Mais ils ne doivent pas en tirer un patrimoine pour l'investir dans le futur parce que les règles du jeu vont devoir changer. Et le futur va s'écrire avec des programmes, avec des projets de société. Il devra s'écrire avec des compétences. Comment résoudre les problèmes structurels du pays parce que ces problèmes vont être nombreux. Comment résoudre les problèmes économiques? Comment résoudre les problèmes de société? Comment affronter notre avenir dans tous les sens? Et on pourra en discuter si vous avez envie. Mais c'est ça qui va convaincre les citoyens qui, eux, vont donner une légitimité à leurs futurs dirigeants. Ce n'est pas le passé de chacun qui va légitimer. Ce n'est pas parce qu'il a fait 2 heures au commissariat et il sort ensuite du commissariat comme John Wayne pour faire croire qu'il est devenu un héros. Parce qu'il y a eu des coups de téléphone qui se sont échangés. Ça, ce sont des illusions. Il y a celui qui a milité, qui a pris des coups, qui a été menotté et mis au commissariat. Il l'a fait parce qu'il croyait en la libération de ce pays-là. Il ne l'a pas fait parce qu'il veut être quelque chose demain. Donc le jour où on tourne la page, il faut tourner la page complète sur les actes de chacun qui restent inscrits dans sa propre histoire. Mais il faut que les Algériens, les jeunes, les nouvelles générations, les compétences aient envie de s'impliquer, trouvent leur place et qu'on ne leur dise pas « Et toi, quand tu n'étais pas encore né, moi j'ai déjà fait ». Parce qu'on a trop entendu cette histoire-là. On nous a reproché notre date de naissance. Hein? On a libéré le pays, donc taisez-vous. On prend le pays pendant 57 ans, on en fait ce qu'on veut, on en dispose comme un butin de guerre. Thomas, c'est grâce à nous que vous vivez. Non, monsieur. Chacun a fait son devoir et le devoir fonctionne avec la réalité. Comme le disait Frantz Fanon, chaque génération a sa propre mission. La génération d'avant a libéré le pays. La génération d'aujourd'hui doit construire un état de droit et une démocratie, mais sans utiliser des arguments d'une légitimité qu'ils se donnent à eux-mêmes. Merci, M. Soufiane Djellali. Les questions? Monsieur Soufiane Djellali, vous vous êtes retiré du mouvement Mouatana après l'avoir créé et pourtant oui. Il était à l'avant-garde du rejet du 5e mandat. Pourquoi? Je pense que la réponse va couler de source et c'est une question de cohérence avec soi-même. Rappelez-vous, début 2018, on avait pris une position claire et nette et on avait dit à Djil Jadid, s'il devait y avoir un 5e mandat, on sortira dans la rue, quitte à ce qu'on soit seul, au moins apporter ce témoignage que les Algériens n'étaient pas d'accord avec ce 5e mandat. Dans le sillage de cette promesse, on avait fait une lettre ouverte au président de la République, en termes très diplomatiques. On lui avait dit, ne vous présentez pas un 5e mandat, car vous allez exposer le pays et votre personne à des situations pour le moins désagréables, sinon désastreuses. C'était une lettre qui avait été co-signée par un grand nombre de personnalités, des noms reconnus, qui ont, comment dire, une présence très importante. Dans le sillage de cette lettre, on s'était réunis et on avait dit la société politique est encore très empêtrée dans ses propres problèmes. La société civile est très éclatée alors que
il ne peut pas y avoir de démocratie et d'état de droit sans contre-pouvoir et sans société civile. Alors, engageons-nous pour essayer d'organiser cette société civile. Et donc, on a fait ce mouvement qui s'appelait Démocratie Citoyenneté et qu'on avait traduit sous le nom générique de Mouatana. Et immédiatement après, nous avons commencé à sortir dans le terrain. Nous avions fait des tentatives de manifestation pour attirer l'attention, réveiller les consciences, dire qu'il faut briser le mur de la peur, qu'il faut aller de l'avant. Je ne sais pas dans quelle mesure ces sorties-là, ces positions ont agi dans la conscience populaire, mais le fait est que le 22 février, les citoyens sont sortis en nombre incroyable. Nous avions participé à ce moment-là à cette sortie du 22 février qui avait été appelée de façon anonyme. Nous sommes sortis le 24 car on l'avait appelé également à sortir pour tenir notre promesse. On avait dit on sortira s'il y a un 5e mandat. À partir du moment où il y a eu l'officialisation de la candidature de l'actuel président de la République, nous avions donc été jusqu'au bout de notre promesse. Ensuite, ce mouvement incroyable de citoyens qui ont pris leur destin en main. À partir de ce moment-là, et alors qu'on avait dit que Mouatana ne pouvait pas entrer dans un jeu politicien, qu'elle ne se transformera pas en comité de soutien pour X ou Y, qu'elle doit rester comme un mouvement indépendant des partis politiques, à partir de ce moment-là que les citoyens ont pris l'envol, je n'étais plus en droit de gérer un parti politique en tant que président et de gérer Mouatana en tant que coordinateur national. Sinon, et ça aurait été tout à fait normal, j'aurais été accusé de vouloir utiliser un mouvement citoyen au profit du parti. Donc, à partir du moment où il y avait une cohérence, une ligne politique et des objectifs de Djil Jadid et de Mouatana qui ne pouvaient pas fonctionner en même temps, je devais laisser la place aux citoyens qui voudront demain s'impliquer et s'engager. Ils sont nombreux, beaucoup de citoyens et citoyennes sont venus vers Mouatana. J'aurais pu demander une assemblée générale, j'aurais pu influencer pour désigner X ou Y, maintenir le mouvement dans, disons, aux alentours du parti. J'ai préféré donner toute la responsabilité à ceux qui voudront s'engager dans ce mouvement pour se choisir leurs dirigeants, pour se choisir une voie, pour avoir la liberté d'action. Donc, Mouatana, nous avions investi du temps, nous avions investi les maigres moyens dont nous disposons, nous avons investi beaucoup d'énergie et de sacrifices avec les cadres de Djil Jadid, comme d'autres ont participé à ce mouvement. Mais je pense qu'il est temps de libérer ce mouvement de toute attache partisane, de le laisser vivre sa vie. Quant à nous, on s'occupera de notre parti politique, de notre programme, de notre projet de société, car les échéances à venir nous intéressent en tant que parti politique. Monsieur Soufiane Djilali, vous... Oui, allez-y. Allez-y, madame. صابرين المحمدية من جريدة المساء. سيد جلالي، قلتم أنكم ترفضون المادة لي دو زارتيكل لي سون 07 لكنكم مع المادة 08 لكنكم مع المادة 7 اللي هي السلطة مستمدة، الشعب هو مصدر السلطة. ليس هذا أن يعني من جهة أن نفهم أنكم ترفضون تدخل الجيش، ولكن عندما نطبق ولو نفعل المادة 7 معناها أن الحل في الدستور. هذا من جهة. بيان الجيش مساء أمس تحدث عن ما وصفها باجتماعات مشبوهة. ما قراءتكم لهذا الأمر؟ قال أنها تزعزع يعني تستهدف المؤسسة العسكرية. وشكرا. شكرا على هذا السؤال. أنا وضحت في بداية كلامي وقلت أنه الدستور الحالي في إحكامه اللي تنظم سياسيا المؤسسات قد سقط، يعني صبح بدون أي مفعول في الميدان، ولكن لم نسقط الدستور بأكمله. والدستور الحالي
يتكلم على سيادة الشعب، وهذا في المادة 7، وهذا حتى واحد ما يقدر يرفض. بالعكس يعني نستمد إلى هذه المادة ونقول أنه حقيقة الشعب هو مصدر السلطة. المادة 8 هي وش تقول؟ تقول أنه السيادة تاع الشعب تعبر عليها المؤسسات التي هي منتخبة من قبل الشعب. المشكل أن اليوم عندنا مؤسسات ليست لها شرعية لأن الانتخابات ما كانتش نزيهة. فكيف يعني نأخذ سيادة الشعب من المادة 7 ونستغلها من خلال المادة 8 ثم ننتقل إلى المادة 102 ونقول أنه يعني امتداد هذا النظام والسلطة يأتي من خلال المؤسسات الحالية. هذا رفض لتعبير ما عبر به الشعب، هذا رفض لموقف الشعب اللي عبر عليه. فإذا أكرر المادة 7 مادام تتكلم على سيادة الشعب على رأسنا، أما المادة 8 اللي تعطي من خلالها الآليات باش النظام يجدد نفسه نقولوا لا. برك البيان تاع الأمس سي قايد صالح، أنا والله غير نتأسف كيفاش هذه مؤسسة بحجم المؤسسة العسكرية بالمصداقية تاعها عند الشعب يوليو يديروا لنا بيانات مشبوهة، يتكلم على اجتماعات سرية وما نقول لكمش الأسماء وغدوة نقول لكم الأسماء، يدخلنا في واحد الحالة اللي يعني كارثية. هذه مؤسسة اللي نهار تتكلم أولا تتكلم على أمن البلاد، ما تتكلمش على تلاقى وزوج ولا 3 ناس قاعد تتلاقى في ديورها، مش واحد يسلم. هو يتكلم على الرئيس اليمين زروال تلاقى مانيش عارف مع شكون، وهو رئيس اليمين زروال راه في إقامة جبرية ما عندوش الحق يتنقل من باتنا للعاصمة. علاش هذا الكلام هذا ويخوفوا من خلالها الشعب وراح مش عارف مؤامرات، وهذا الشيء هذا غريب جدا، وهذا يظهر انه السلطة راهي في ارتباك. الاركان هادو مع رئيس اركان الجيش اللي ما قدرش يعني يفرض تطبيق المادة 102، والآن دخلنا في واحد الكلام متاهات. على بالكم الآن الدول الأجنبية يكونوا حيرين يقول لك شنو هذا الكلام هذا. من جهة عنده سنين وسنين يقول لك احنا الجيش خاطئ السياسة، ولكن مباشرة من بعد ما يدير غير السياسة ودخل الآن في جدل دوك يديرنا لي بوليميك. شيء عجيب هذا. احنا نقولوا له il vaut mieux revenir à l'institution à la grande muette. Il vaut mieux ne pas parler في الوقت هدايا. درك ولا عندكم معلومات باللي هنالك مخابرات أجنبية وراحت للرئاسة وتكلموا يا صاحبي وانتم واش راكم تديروا؟ Vous ne voulez pas l'intervention de l'armée. Comment ils peuvent intervenir dans ce cas? L'institution militaire peut stabiliser les institutions, mais sans donner des instructions politiques. Ce n'est pas à l'armée de décider comment on doit sortir de la crise. L'armée, par sa présence, doit conforter des discussions. Elle doit donner ses garanties. Ce n'est pas à elle. Et surtout pas si quelques-uns ont l'idée en tête de devenir des Sisi. Hein? Il n'y a pas de Sisi, on n'en a pas besoin. Sincèrement. Et je vais vous dire franchement, M. Gaïd Salah est aussi l'une des sources de la crise que nous vivons. Et il est l'une des figures symboliques du régime de M. Bouteflika. Et il doit le comprendre et l'accepter. Il doit être parmi ceux qui doivent partir. C'est tout. Ce n'est pas à lui de diriger la suite. Il ne peut pas le faire. Et tous ceux qui sont impliqués dans le régime actuel doivent le comprendre, ils doivent préparer leur départ avec tout le respect que nous devons pour leur carrière et pour leur nom et pour ce qu'ils ont fait. Mais ça suffit, ça suffit. Donc on veut des gens neutres pour faire une période de transition
qui soit accepté par tout le monde. J'ai donné quelques noms, je peux les répéter. Pourquoi pas Madame Fatiha Ben Abbou, qui est une constitutionnaliste, qui a une réputation, c'est une dame. Pourquoi pas même des personnalités historiques qui ont le sens de l'histoire, ne serait-ce que symboliquement, Jamila Bouhired. Mais il peut y avoir aussi d'autres personnalités qui ont même participé auparavant au pouvoir et qui peuvent revenir du fait qu'ils ont démontré qu'ils n'ont pas un attachement au pouvoir lui-même. Et donc, avec des personnalités de ce type, ils donnent les garanties qu'il s'agit de mettre en place les outils pour de vraies élections pour que le peuple s'exprime. Excusez-moi de constater certaines contradictions dans vos propos, Monsieur Soufiane Djillali. Oui. D'un côté, vous dites que l'armée ne doit pas intervenir, elle ne doit pas gérer la période de transition, elle doit rester muette dans son... Et d'un autre côté, vous dites que pour arriver à une période de transition, il faut dialoguer avec cette armée. Je précise. Nous n'avons pas besoin d'un militaire actuellement pour se proposer à la tête de l'État. Qu'il y ait discussion avec l'institution militaire, c'est normal et nécessaire, car il y a des éléments de stabilisation du pays, il y a la sécurité nationale en jeu. Il ne s'agit pas de liquider une institution aussi capitale dans l'histoire du pays, dans la décision stratégique du pays. Mais qu'on nous prépare l'opinion publique pour avoir un militaire à la tête du pays parce qu'il a envie d'être le héros, je dis non. D'accord. Des questions? Oui, madame. السلام عليكم. رميسة مكسان من قناة الحياة الجزائرية. سي سفيان جلالي، بعد ما شفنا البارح الأحداث الأخيرة يعني وما تناولته القنوات الخاصة بتدخل يعني بالاجتماع اللي صار البارح، هناك في البريد المركزي يعني الآن على المباشر الشعب يطالب بتدخل الجيش الفوري. نعم، شوفي أنا انتبهت حتى في الشبكة الاجتماعية فيسبوك، وبعض الأشخاص باينين باللي مهيئين موجدين، هنالك أموال، هنالك يعني تصرفات واضحة باللي ما جاتش عفوية. فهذا هو التخوف تاعي، ولا راهم يظنوا يحضروا في الرأي العام بأنه الخلاص يجينا من قائد الجيش الآن باش يتحكم في الأوضاع، هذا باللي يعني محاولة الالتفاف حول مطالب الشعب. احنا واش الشعب طلب؟ قال لك ماشي نروحوا الديكتاتورية، نروحوا للديمقراطية. باش نروحوا للديمقراطية لازم تكون مرحلة وين نوضع آليات باش الشعب يعبر على الموقف نتاعو ويختار من يسيره. ولا سي قايد صالح يخرج للعلن ويقول لنا أنا نضمن لكم باللي في 6 شهور نحط لكم كل القوانين حقيقة ديمقراطية وباش تختاروا وانا ننسحب. ربما نشوفوا، قال شوية شوية نشوفوا ولا صح ولا ماشي صح. اما باش يحبوا يقولوا لنا باللي راكم درتوا لنا الفوضى وانا جيت يعني نتحكم في الامور ونساو الديمقراطيه، هذا نقولوا له مرفوض. Vous avez bien noté une évolution dans le contenu du discours de Gaïd Salah. À qui s'adresse son dernier et pourquoi a-t-il parlé en plus du 102, du 7 et du 8? Merci. On revient à la première explication. Le 7, c'est le cadeau virtuel qu'il donne au peuple. C'est-à-dire, je vous ai entendu, vous êtes souverain. Ensuite, il lui dit le 8. Le 8, il dit au peuple, votre souveraineté s'exprime à travers les institutions qui sont élues. Et donc la PN actuelle. Et après le 102, ça signifie que M. Bouteflika s'en va et on va vous ramener M. Ben Saleh, et sous l'égide du même régime, on va vous offrir le futur président de la République qui peut-être qu'il pense que c'est lui-même. D'ailleurs, Anna, je m'interroge, pourquoi les chaînes privées nous font actuellement le cinéma? Parce qu'il y a une chaîne qui est en train de faire du cinéma.
Pourquoi? Les soi-disant arrestations, de libération, grâce aux héros, ça, on prépare l'opinion publique. Et les gens ne sont pas dupes. Hein. Anna, je peux vous dire que les citoyens les plus simples ont très bien compris, parce qu'on nous a habitués à ce jeu-là. Donc on ne veut pas de l'artificiel. Il est clair que nous avons besoin d'aller vers l'expression populaire pour un choix. Que l'institution militaire en tant que telle ait un rôle, c'est indubitable. Qu'elle devienne, elle, en tant que structure dirigeante du pays, ça serait une erreur pour l'institution, pour le pays, pour la démocratie et pour notre avenir. Vous croyez que le peuple est dû pour accepter ça? Non. Il a montré sa maturité, donc ils ne peuvent absolument pas imposer quelqu'un de l'armée. Moi, je fais, s'il s'implique dans ce genre d'opération, je me poserai la question, qui est dupe? Le peuple ou eux? Parce que le peuple, je suis sûr qu'il ne l'est pas. Oui. Oui, s'il vous plaît. À qui s'adresse ce discours? C'est un discours, de mon point de vue, il veut préparer l'opinion publique pour nous fabriquer un futur héros. Voilà. Donc on nous inonde d'informations qu'il y a des réunions secrètes, qu'il se passe quelque chose d'incroyable, et puis que là, l'œil vigilant va sauver le pays. Et ça, ce n'est pas admissible. Il faut que chacun joue son rôle. Je répète, l'armée est importante dans cette période-là. Je rappelle aussi que j'ai interpellé l'armée il y a plusieurs années, où j'ai dit que l'armée avait une responsabilité dans ce qui se déroulait et qu'elle devait, d'une manière ou d'une autre, agir pour mettre fin à cette situation qui est une anomalie. Mais j'ai toujours accompagné cela en expliquant que ce n'est pas parce qu'elle a un poids important qu'elle devienne elle-même, elle se projette sur la scène politique et qu'elle gère le pays directement. Ça serait une erreur pour tout le monde. Est-ce qu'il n'est pas possible, ne serait-ce qu'au fin fond de notre... Est-ce qu'il n'est pas possible de croire que l'armée pourrait sauver le pays aujourd'hui? Est-ce que c'est impossible de croire à ça? Non, mais l'armée, comment elle peut sauver le pays? Est-ce que nous sommes attaqués par une... En étant une force face à ceux qui sont en train de détruire le pays aujourd'hui. Oui. J'aurais voulu que M. Gaïd Salah protège l'armée depuis longtemps, depuis des années. Oui, c'est sûr. Hein? Mais moi, j'ai vu qu'il soutenait le 5e mandat il y a 2 mois. Oui, mais l'armée n'est pas seulement Gaïd Salah. Et donc, M. Gaïd Salah, il doit, s'il parle au nom de l'armée, il ne doit pas parler en son nom. Bien sûr que cette armée-là doit s'impliquer dans la solution, mais elle ne va pas s'impliquer en intervenant militairement. Elle doit simplement agir en collaboration avec l'ensemble des partenaires politiques pour trouver une solution dans le dialogue. Et ce n'est pas à elle d'assumer le pouvoir directement. Mais bien sûr que cette institution est essentielle dans l'équilibre du pouvoir et l'équilibre de l'État actuellement. Des questions? Oui. Bon, M. Djilali, je suis venu en retard un petit peu. J'ai écouté votre intervention, peut-être qu'elle est importante, mais il y a aussi des non-dits, il y a aussi on peut être, comme on dit, dubitatif sur votre intervention, parce que tout le monde sait actuellement que l'Algérie est devant un péril certain. On risque même de disparaître peut-être de la planète. C'est pour cette raison que je vous dis que je vois que vous êtes contre l'armée. Vous avez, comme on dit, sur un épiphénomène qui fait que tout ce qui vient de l'armée est toujours mauvais. Vous avez des soupçons. Vous dites que c'est faux, c'est qu'ils sont en train de fabriquer des trucs pour essayer de nous berner, de nous, comme on dit, de nous mettre dans la farine. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a au moins M. Gaïd Salah, le général-major Gaïd Salah, qui est chef d'état-major de l'armée. Il parle au nom justement de cette structure. Donc c'est quelque chose, au moins qu'il y a quelqu'un qui essaie de trouver une solution normalement qui doit être, comme on dit, générale et acceptée par tous. Peut-être qu'il y a des gens qui sont contre, ça c'est certain. Et personne ne peut, quand vous avez parlé de démocratie, la démocratie est là. Donc, parce qu'il y a une démocratie, est-ce qu'il faut mettre de côté l'armée?
dans ce cas, M. Gaïd Salah essaie de trouver une solution et de nous sauver du péril. Justement, nous sommes devant un péril certain. Est-ce que le meilleur moyen de s'en sortir, justement, c'est que l'armée puisse trouver une solution qui peut être, comme on dit, acceptée par l'ensemble de la classe politique algérienne, parce que, comme tout le monde sait, il n'y a pas uniquement l'armée. L'armée, elle est devant aussi un péril qui, tout le monde sait, que des gens qui ne veulent pas partir, justement, ceux sur lesquels devait être appliqué l'article 102, ils sont contre parce qu'ils ne veulent pas partir. Ils veulent toujours rester d'une autre manière. Pourquoi on ne parle que de l'armée et on oublie l'autre partie, qui est encore plus pernicieuse et plus dangereuse? Et merci. Merci pour votre question. D'abord, je n'ai jamais eu un discours antimilitariste. Et je ne crois pas à cette scission, l'armée d'un côté, et que je n'ai jamais été dans ce type de complotisme. Et les militaires, ce sont des fonctionnaires, ce sont des Algériens, ils ont une responsabilité qu'ils assument, et il faut les saluer pour ce qu'ils font dans leur domaine. Là, j'ai parlé d'une situation particulière. C'est celle qui dit qu'une partie du régime actuel, qui a une grande partie de la responsabilité dans ce qui se passe, qui veut se débarrasser d'une autre partie pour prendre sa place. J'ai dit que M. Gaïd Salah, en tant que premier responsable de l'armée, il assume la position de l'armée qui a fait protéger le régime de M. Bouteflika. Hein? Et maintenant qu'il s'en lave les mains... Aujourd'hui, que le régime s'est effondré, le régime politique, lui, il veut tirer les marrons du feu. Non. En tant qu'institution, bien sûr je n'ai jamais dit qu'il faut mettre de côté l'armée. J'ai dit que pour des raisons historiques, pour des particularités de l'Algérie, l'armée est au cœur de l'État algérien et qu'il ne s'agit pas d'être nihiliste. Et il faut qu'elle intervienne dans un moment aussi difficile. Mais quel est l'objectif derrière cela? Si l'objectif, par le biais du 102, c'est maintenir en place le régime avec les mêmes figures, je dis non. Si c'est pour aller vers de vrais changements et donner les outils au peuple pour qu'il se choisisse lui-même ses dirigeants, je dis oui. Donc que l'armée prenne position officiellement sur cela, moi j'applaudis. Mais que l'armée rentre dans des polémiques politiciennes, qu'il soit à la source d'informations incompréhensibles, qu'il nous parle de réunions mystérieuses. Qu'est-ce que ça signifie? C'est jeter la peur pour les citoyens. C'est que les gens aujourd'hui, ils ont l'impression qu'il se passe des choses incroyables dans le pays, y compris un ancien président de la République qui était d'origine militaire. Je vous fais savoir, M. Liamin Zaroual avait été général, il a été président de la République. On jette sur lui une suspicion de collaboration avec des services étrangers. Donc il y a un problème. Et ils doivent régler ce problème. Donc ce n'est pas l'armée en tant qu'institution où je suis gêné, mais c'est l'utilisation qu'on en fait, y compris de l'institution militaire. Je répète, oui, l'armée... Non ? Une information précise concernant justement les informations, comme on dit, elles ne sont pas vraies. Non, justement, mais il y a eu un communiqué hier, c'est ce que je dis. C'est incroyable que l'armée devienne source de rumeurs dans le pays. C'est ça qui est incroyable. L'armée, normalement, elle dit un mot définitif. Il n'y a pas de recours. On ne peut pas créer un débat politique avec l'armée. Or, la conduite actuelle du chef de l'armée met l'armée en débat politique. On n'arrête pas de parler de l'armée de M. Gaïd Salah depuis le début de cette discussion. Donc, il y a quelque chose... Je vous rappelle, M. Sofiane Djellali, que l'opposition a demandé à l'armée d'intervenir pour appliquer l'article 102. L'opposition, d'abord, est diverse. À un moment donné, elle a demandé, interpellé l'armée sur sa position parce que l'armée protégeait le régime actuel. Et je vous rappelle, M. Gaïd Salah était pour le 5e mandat. Et qu'ensuite, il a menacé la population qui sortait. Maintenant qu'il change de position parce que le peuple a changé le rapport de force,
il faut qu'il en tire les conclusions. Ce n'est pas l'armée en tant qu'institution qui est remise en cause, mais c'était la position qu'on lui a fait prendre. Et s'il y a eu de la prévarication, s'il y a eu des dépassements, s'il y a eu des vols sur le trésor public, et maintenant les scandales commencent à apparaître, où était M. Gaïd Salah? Pourquoi il n'a jamais agi? Pourquoi les arrestations illégales, il n'est pas intervenu? Pourquoi toute cette gabégie? Et lui toujours en train d'applaudir et de dire non, 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 nous on répond qu'à la Constitution. Non, c'était la muette, il disait rien. Bon. Il disait rien du tout. Donc je ne veux pas me focaliser sur Gaïd Salah. Mais la vérité est là. Donc il doit tirer les conclusions de cette situation. Oui. Absolument. Anna, j'aurais voulu... Je vais vous dire ce que j'aurais voulu, que l'armée, comment elle peut s'engager. Ils auraient dû discrètement contacter les hommes publics. Quand je dis hommes publics et femmes publiques, c'est-à-dire les responsables politiques, les présidents de partis, des hommes et des femmes connus, des personnalités. Ils auraient dû les convoquer dans leur bureau et leur dire, écoutez, le pays vit une crise politique importante. Comment pouvez-vous entrevoir cette issue-là? C'est une gestion, monsieur. Oui. Vous refusez que l'armée se... Non, mais allez, je vous dis ce que je propose. J'aurais proposé qu'il y ait des discussions discrètes, que petit à petit, eux-mêmes aident à mettre en place une formule neutre, et qu'ensuite on en parle au public pour leur dire, voilà, après de larges consultations, il y a cette proposition, voilà comment on peut gérer cette situation. Par contre, parler par communiqué sibyllin qui ne veulent pas dire grand-chose et qui jettent le doute dans la population, je ne pense pas que ce soit une bonne façon de faire. Bien. D'autres questions, collègues journalistes? Non? Bien. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur? Oui, allez-y. على ضرورة اختيار بعض الأسماء حتى يعني ربما تقود المرحلة الانتقالية. وش هي الميكانيزمات اللي نخيروا بها هذه الأسماء؟ ربما نطرحوا أسماء عند فئة من الشعب تكون مقبولة، عند الفئة الأخرى تكون مرفوضة. نعم. وربما يعني نعينوا بعض ولا نطرحوا بعض الأسماء، فئة أخرى من الشعب تقول لك نحن نريد أسماء أخرى. نعم. يعني وش هي الميكانيزمات اللي تخلينا نختاروا هذه الفئة؟ وشكرا. شوف، احنا هاد الاسماء اولا على هذاك فكره انه تكون جماعه خير من شخص واحد احسن، لان الجماعات تكون متكامله، ربما كاين ميولات معروفه للاشخاص واشخاص يعني يكونوا وسطيين معروفين في المجتمع. دونك المجتمع الجزائري ناس راه فاهم مليح الوضعيه، المجتمع راه فاهم باللي الجزائر راهي في ازمه ولازم نحلوا المشكل خطوه بخطوه. الناس ما راهمش يعني متهورين ويقول لك حنايا درك يعني الان نقضيو عليها. والناس فاهمه انه كي نروحوا شخصيات اللي تكون مقبوله فيها توافق حولها تقبل، لان انت ما تروحش تجيب مثلا رمز تاع تيار سياسي واضح وتحطه، اي هذاك الوقت التيارات الاخرين ترفضها. ولكن كاين شخصيات اللي تقدر تكون مقبوله. ثانيا الصلاحيات تكون محدوده، قال يا ناس هادو ما باش نقطعوا بهم الواد برك ونجوزوا البر الامان. فالصلاحيات محدوده وخارطه الطريق تكون مفهومه ومحدده، والمده تكون معروفه، والهدف معروف، نروحوا لانتخابات باش هذا الشعب يتكلم. في الفتره هذا يحب الشعب يتهيكل، الحراك يتهيكل كما يحب. فهموا باللي ما يقدرش يتهيكل في حزب واحد. راه 22 مليون جزائري حسب الاحصائيات اللي خرجت. هل 22 مليون يعني الكتله الناخبه راح تتكتل في تنظيم واحد؟ غير معقول. نعودوا نخلقوا حزب الواحد، غير معقول. فكاين تعدديه داخل المجتمع، والتعدديه هذه كيفاش تعبر على نفسها؟ من خلال الانتخابات. الانتخابات كيفاش نوصلوا لها؟ كي نوضعوا اليات. شكون اللي يوضع الاليات؟
رانا في فارغ. لان لو كان هذه السلطه كانت فاهمه وكنا نخبروا فيها ونقولوا لها راكم راح تديونا للحيط، كي داونا للحيط يقول لك درك سي ترو طار. نو درك نسلكوا روحنا. كيفاش نسلكوا روحنا؟ يا اخواننا الجزائريين درك رايحين ندخلوا مرحله جديده. كاين بعض الوجوه ماشي مورطين ولا في الفساد ولا في تسيير البلاد في هذه السنوات الاخيره، ناس لكل طبقه سياسيه من كل التيارات تقبلها. دونك نديروا تنازل، نقبلوا هاد الاشخاص لمده تاع 6 شهور ولا 9 شهور ولا سنه باش نوضعوا الاليات باش الشعب يروح يختار من الممثلين نتاعو الحقيقيين، وانتهى الامر. درك هذا هو. دوك نحبوا نهربوا من الواقع ما نقدروش. شغل واحد صرات له حاجه تكسر ولا ومن بعد يقول لك نعاود نرجع من قبل. لو اون بو با ريمونتي الباسي. ها لي زو اون تيتي كاسي. هذا النظام كسر لنا الاليات الدستوريه. لو كان واعي، كان عندها سنه من قبل، كان يبعثوا لنا رساله ويقولوا لنا روحوا نديروا ندوه وطنيه مفتوحه ونديروا فيها كل الاليات ونتفقوا حول دستور جديد. واش كنا طلبنا في مازافران في 2014؟ بصح هذاك الوقت قال لك هوا انتم المعارضه ما عندكم حتى دور وهمشونا ومنعوا يعني انتخابات حره وكلش. ودرك كي خلاوها يقول لك نو راهي مخليه، احنا نعاودوا نقعدوا نطبقوا الماده 102 ونقعدوا داخل الدستور. نو خليتوها تروحوا وخليوا المكان في فتره ناس نتفاهموا حولهم، نتنازلوا كلنا، ومن بعد الناس اللي عندها طموح اراده ولا عندها مشروع تتقدم للشعب وخلي الشعب يخير بكل شفافيه. هذا ما كان. علاش رانا نعقدوا ونصعبوا؟ لو كان حوار حقيقي يا خويا روحوا للطاقارين يا اخي. لا بريزيدونس خلاص داو الخاتم تاعها وهربوا بها وكاع، مازال المؤسسه العسكريه. انا نقبل نقولها لكم اليوم، لو كان وزير الدفاع ولا نائب وزير الدفاع، دابور مانيش عارف ولا مازال نائب وزير الدفاع لان تغير الحكومه راحت، دونك راه رئيس الاركان. يا سيدي سي قايد صالح ولا تحتاج حوار مع السياسيين في طاقرة نجيو لعندك، بصح باش نقولوا لك كيفاش نحضروا مرحلة انتقالية ونتفقوا حول الأشخاص اللي يقبلهم المجتمع باش يسيرونا هذه المرحلة باش نحضروا فيها الانتخابات. ونظن ما كاش سياسي واحد راح يرفض. من كل الأحزاب يقبلوا يتكلموا معاه وهو يقترح الحل ونروحوا هذاك الوقت الانتخابات وانتهى الامر. ما نديروا البيانات، ما نقعدوا في هذا التضارب، ما ندخلوا الشك في الناس، ما نستعملوا هذه القنوات، ما والو. هذا سهل. درك ولا كاينه نيه اخرى باللي ما حبش نطلق، باللي انا لازم نقعد باسكو ربما انا ما حبيتش نتحمل المسؤوليه على واش قمت به، هذاك رانا في مشكل اخر. Merci Monsieur Sofiane Djilali. Une question. On va prendre la dernière question. Allez-y, monsieur. السلام عليكم. رياض بوزينة، وكالة الأنباء الجزائرية. سيد جلالي سفيان، شفنا أحزاب الموالاة اللي كانت في مرحلة سابقة التزمت الصمت حول المشكل اللي راهو صاري، بمجرد أنه الجيش نطقه هي كان عندها رد فعل وطالبت الرئيس سواء بالاستقالة أو تطبيق المادة 102. أنتم كمعارضة ما هو تعليقكم على خرجة أحزاب الموالاة أو التصرف تاعها؟ وسؤال ثاني، سمعنا كثير من الأخبار في الآونة الأخيرة بأنه فيه شخصيات أو رجال أعمال ممنوعون من السفر إلى الخارج. اليوم ثاني قرينا أخبار حول توقيف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق على مستوى الحدود الجزائرية التونسية. هل أنتم مع هذا الطرح أنه يتم توقيف أو منع شخصيات أو رجال أعمال من السفر إلى الخارج؟ وشكرا. شكرا. شوف احزاب الموالاة هادو هما جزء من الديكور المزيف اللي بناوه لنا هذا النظام. انا تكلمت على الافلام قبيلات ما كلها نعاود نرجع عليه، وكي الاراندي كي الاخرين. هاد الناس متورطين في السياسات اللي فاتت، ومعظمهم متورطين في فضائح اللي خرجت اسمائهم. يعني مش حنا نقولوا هكذا. هاد الناس كاين مشكل انه النظام هذا درق على الناس اللي
مفسدين وأسماءهم خرجت والعدالة حاولت تتحرك في بعض الأحيان ومن بعد رقوا عليهم. كان من المفروض يخليوا العدالة تخدم ولا أبرياء تخرج البراءة تاعهم وما يخليوش الشكوك عليهم، ولا متورطين لازم العدالة تحاسبهم. وما يبين الإصلاحات الحقيقية اللي لازم تدخل على هذا الدستور هو استقلالية العدالة. كفانا من هذه العدالة تاع التليفون. خلاص احنا عندنا بدستور رئيس الجمهورية وحده، رئيس الجمهورية والقاضي الأول وقائد القوات المسلحة، وهو اللي يعين، هو اللي ينحي، هو اللي يعين لا بي اس، هو اللي يعين المير، هو رئيس الحزب، هو شنو هذا؟ ما يسمى الانسان خرجنا من المقاييس تاع العقل. دونك نحيو نديروا عداله مستقله للقضاة يتحكموا فيها، نديروا محكمة دستورية. كيفاش انت يا رئيس يعين رئيس مجلس دستوري والرئيس مجلس الدستوري يدير الولاء لرئيس الجمهورية بالشخصية تاعو، ومن بعد تقول لك هو يقدر يحكم على دستورية القوانين. نذكر في 2008 فتح العهدات ما كانش اختصاص بالدستور، بيان سور هلكوا الدستور كل مرة يعني أحكام الدستور اللي واضحة يعفسوا عليها، ومن بعد يقول لك بصح حنايا نرجعوا للدستور. فإذا الأحزاب السياسية تاع الموالاة تعاود ترجع لحقيقتها. احنا ماذا بينا الأفلان يعود يرجع للشعب الجزائري كإرث جماعي للذاكرة الجماعية. الراندو ما راح فيه ليسونسيال، خلينا يروحوا يديروا لي زيليكسيون تاع الصح، ولا عنده ولا قادر يجيب صوت ولا زوج ولا ألف، الله يسهل عليه. أما تصرف تاع هذه الموالاة أنا في مكانهم يعني والله العظيم غير نفضل الأرض نحل وندخل. الناس هادو ما عندهمش حياة، ما كاش ولاش الحياة ويحيى. هذا ما كيفاش هذا الراجل البارح قال لك كاين غير الرئيس بوتفليقه لانه هو قال لك راه يضحي اكثر من الشهداء. يا اخي قالها، ويحيى قال لنا بوتفليقه كي يقعد رئيس الجمهوريه هذه تضحيه كما مستوى الشهداء. ومن بعد في رمشه عين يقلب الفيسا. بركات، هذا هو المثل اللي نعطيه للاجيال الصعيده. هذه هي الممارسة السياسية اللي نعطيوها يعني كمثال للجزائريين. الناس تكون شوية منسجمة مع نفوسها، تكون كاين أخلاق في هذا المواقف، تكون يعني مبادئ، تكون شوية إنسان يحترم نفسه. فالموالاة هذو ردهم الحقيقة تاعهم الشعب هو اللي يعطي لهم وش يحب. والله غير حاجة أخرى ما تهمش تماما. السؤال تاع الشطر الثاني ذكرني برك لي زون دافير ولي زاريستاسيون. سمعنا اليوم الصباح انه يعني رئيس المنتدى وقفوه، ماناش عارفين برك شكون اللي يحرك هذا رجال الامن على اي اساس، على اي ملف ما نقدرش نقول. درك ولا الرجل يعني حقيقه عنده اشياء اللي العداله تتكفل بها، هي سي نورمال. درك ولا برك يعني باش يضحيوا برموز وما كان والو في الملفات. لا لازم العداله تخدم في اطار قانوني، لازم الملفات تخرج، لازم نعرفوا هذه الوقائع. درك حنا ولا نروحوا لتصفيات حسابات، هذا شيء خطير، لان مهما كان ما نعاودوش نديروا لا شاسو سورسيير ونشعلوا يعني نروحوا نجريوا مور الناس وباسكو كان خدا موقف. أما إذا تورط في أشياء غير قانونية سي نورمال يتحاسب عليها على واش دار. هذا هو. Merci Monsieur Sofiane Djilali pour ce débat très intéressant et très intéressant. Je vous remercie. Et merci confrères journalistes. Merci à vous. يعطيكم الصحة.